Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir parler dans ce bâtiment. Comme je disais avant, j'ai fait mon diplôme d'architecte sur le thème d'une médiathèque cantonale à Sion. Donc c'est un plaisir, quelques années plus tard, de pouvoir revenir parler d'architecture dans un projet qui a abouti. Le thème, effectivement, de la transition et de l'architecture, c'est un thème qui nous occupe beaucoup chez Bauart depuis la création du bureau et qui en fait nous questionne un peu au quotidien dans nos projets. Et c'est pour ça que j'ai un peu orienté cette conférence autour de ce thème. Finalement, comment ces questions de transition vers la durabilité, ces enjeux, influencent, interagissent avec notre processus de création et de production d'architecture au quotidien. Pour nous, après pas mal de projets, je dirais que la relation entre ces questions de transition vers la durabilité, l'architecture et le projet architectural, c'est un peu une relation dialectique, dans le sens où quelque part, on a une interaction où d'un côté, ce qu'on fait comme architecte contribue ou non à la transition, et puis en même temps, les conditions cadres évoluent en permanence, les enjeux aussi, les enjeux climatiques, les enjeux d'énergie, d'environnement, d'autres aspects dont je vais parler, questionnent aussi beaucoup notre pratique au quotidien. Et pour résoudre un peu cette dialectique, ce qu'on a développé comme idée, c'est d'une part, c'est qu'en fait ces questions, ça peut être de la matière première au sens conceptuel du terme pour l'architecte. C'est-à-dire que c'est pas des contraintes, ça l'est un peu, mais c'est pas que des contraintes, des problématiques qui empêchent de créer. C'est un peu l'inverse. Pour nous, c'est vraiment des opportunités de peut-être penser différemment, réfléchir au projet et peut-être faire autre chose que ce que j'appelle le building as usual, c'est-à-dire finalement la pratique courante. Donc souvent, ça nous questionne et ça nous permet d'inventer peut-être d'autres univers, de réfléchir de manière interdépendante avec de multiples défis, et puis aussi de pouvoir penser un peu en permanence face à ces défis à différentes échelles, donc souvent du projet urbain jusqu'au détail constructif, d'avoir une pensée itérative à travers toutes ces échelles. Alors, mon propos ce soir, je l'ai un peu structuré en vous présentant 4 projets, peut-être 5 avec un petit projet de recherche si on a le temps à la fin, mais surtout de pouvoir construire un peu un propos autour de quelques mots-clés que j'ai mis ici, et puis surtout dans l'idée que cette notion de transition, on parle beaucoup bien sûr des aspects environnementaux, j'y reviendrai, mais elle a aussi d'autres enjeux à d'autres échelles, dans d'autres dimensions, et je vais m'attarder à travers les projets à 3 dimensions qui nous touchent vraiment assez fortement dans notre pratique. La transition territoriale, on est en train de changer de processus territoriaux. La transition démographique, alors elle concerne un peu le monde entier, mais aussi la Suisse sous certains angles. Et puis la transition, bien sûr, environnementale, dont on entend beaucoup parler, surtout ces temps-ci. Alors, si on commence sur la question de la transition territoriale, on sait qu'on a dans cette réflexion actuellement des conditions cadres de réduire l'étalement urbain, qui a été la caractéristique un peu qui a caractérisé la deuxième partie du XXe siècle. On commence un nouveau siècle, on se pose d'autres questions, on essaie de préserver un certain nombre de territoires. On est aussi dans une situation en Suisse, on essaie aujourd'hui de préserver le paysage, préserver les terres agricoles, préserver aussi des espaces écologiques, et donc de concentrer l'acte d'architecture dans les territoires urbains assez dense. Et un petit point qui est important pour nous, c'est que quelque part ces questions de passage d'étalement urbain, ça a été identifié il y a assez longtemps, où bien sûr ce qu'on voit c'est le paysage, on voit l'étalement urbain qui consomme les choses, qui a amené la population suisse, un peu moins en Valais, mais à finalement accepter une révision de la LAT récemment, pour se dire préservons peut-être ces éléments. Mais en fait il y a toute une série d'autres effets cachés qui sont intéressants à connaître, dont notamment cette courbe qui relie en fait la densité, et puis donc plus on est dans ces parties-là, plus on a des villes denses, et puis en fait l'énergie qui est nécessaire à la mobilité des habitants de la ville. Et en fait il y a des chercheurs australiens déjà à la fin des années 80 qui avaient mis en exergue cette relation, et donc on trouve des villes asiatiques ici hyper denses, à l'autre bout des villes américaines comme Phoenix, qui sont basées sur l'étalement, et en fait on trouve une corrélation assez forte. Les villes européennes sont ici, je crois qu'il y a Zurich dans les points qui sont là, sur cette relation entre la consommation d'énergie pour la mobilité, basée beaucoup sur la dépendance aux énergies fossiles, et puis la densité. Donc à partir de là, cette courbe elle a été faite dans plein de pays après, et on a dit il faut densifier le territoire. Et puis évidemment, on pourrait dire on densifie de manière uniforme, aléatoire, mais non, en fait l'idée c'est vraiment de réfléchir à comment on peut en tant qu'architecte agir à des endroits où on est assez proche entre où on bâtit et où on a les réseaux de transport public, pour pouvoir finalement revisiter la manière dont on utilise le territoire et pouvoir justement, autour de notre transport public, organiser un peu plus de densité, et puis pouvoir en même temps, si on zoome sur un de ces points proches des transports publics, peut-être avoir des
des rapprochements entre l'habitat, le travail, le loisir dans des distances qui peuvent être plutôt parcourues à pied et à vélo que d'être trop dépendant. On parle de dépendance souvent dans les villes aujourd'hui à l'automobile. Donc de pouvoir finalement changer un peu le territoire et interagir grâce à ces éléments à une relation, on parle aujourd'hui des fois de la ville aux 15 minutes ou au quart d'heure de proximité. Ça concerne toute une série de territoires urbains. Là, vous avez une carte un peu des territoires urbains suisses, on se trouve par là. Donc ça concerne assez fortement le plateau, mais ça concerne aussi toute une série de territoires. Aujourd'hui, on parle d'une population où près des 3/4 de la population en fait, suisse est dans des territoires à caractère urbain. Et puis, dans un des exemples sur lequel on a travaillé passablement, c'est notamment l'Ouest lausannois, pour ceux qui connaissent, où en fait on a toute une série de territoires qui étaient hors de ville, hors de Lausanne, et qui aujourd'hui en fait se retrouvent être le futur de Lausanne. C'est là de l'agglomération lausannoise, c'est là que beaucoup de projets se font. Et puis tout d'un coup apparaît dans le territoire des nouvelles lignes de transport public ou des existantes. Ici c'est une ligne qui est en train de se mettre en place, qui va relier un jour Bussigny jusqu'à Renan, à Lausanne, jusqu'à Cuilly, donc un bus à haut niveau de service qui va venir, et puis qui traverse le territoire avec toute une série de points, et qui tout d'un coup se retrouve le long d'axes routiers, ici à Crissier, sur lequel on a développé un projet, traverse finalement des territoires qui sont ce patchwork suburbain qu'on connaît bien, qu'on trouve aussi dans la plaine du Rhône à certains endroits, et puis qui vont donner un regard totalement différent sur ce genre de site. Ici, une friche industrielle qui existait il y a une dizaine d'années, sur lequel en fait se trouvait un bâtiment abandonné de logistique, beaucoup d'éléments assez perméables, et puis une organisation exclusivement liée à l'automobile. Et en fait, cette nouvelle ligne va avoir un nouvel arrêt, qui est encore en développement aujourd'hui, mais qui va se faire dans cette partie-ci. Donc tout d'un coup, on se retrouve un peu comme dans le Far West, où on crée une nouvelle gare, et vous vous rappelez peut-être de ces films, Il était une fois dans l'Ouest, ça marche bien avec Lausanne, où le train avançait, puis quand on faisait une nouvelle gare, tout d'un coup, il y a une nouvelle ville qui se créait, puis aujourd'hui, ça donne des villes. Donc on est un peu dans ce cas de figure où tout d'un coup, on se retrouve dans un territoire dédié à l'automobile, mais où il y a l'opportunité de créer une de ces polarités, et puis une polarité avec de multifonctions, et c'est ce quartier oasis qu'on a eu la chance de développer. Après avoir remporté un concours en 2012 et puis l'avoir réalisé, on l'a planifié pendant 4 ans et réalisé pendant 4 ans. Alors notre proposition était assez complexe parce qu'on se retrouve dans un territoire qui est un patchwork, qui est un territoire qui n'est pas encore prêt à avoir toutes ces connexions. Donc on a développé en fait on a fait le pari de l'urbanité dans des territoires qu'on appelle parfois la ville diffuse ou la non-ville, mais de dire ben voilà, il faut créer cet univers dans ce quartier. On a travaillé sur 5 îlots, 5 pièces urbaines, 3 îlots autour de Courjardin qui se développe ici, un parc public protégé par ces éléments et puis un pôle tertiaire qui a pris place dans cette partie du site. Et donc l'idée a été de développer ces éléments en imaginant que le quartier pourrait fonctionner par lui-même en attendant le développement des autres territoires qui vont aussi être amenés dans le futur à être transformés. Vous voyez aussi qu'on a utilisé le thème du jardin, où on a finalement lié à la création de l'urbain la création de jardins, avec 3 thèmes. Le jardin public, qui est cet îlot bordé d'arbres et pas de bâtiments dans cette partie-là. 3 courts-jardins, qui sont à l'intérieur des îlots de logement et d'activités en rez-de-chaussée. Et puis sur les toits, on en parle peut-être encore un peu après, des jardins potagers qui sont en fait offerts aux habitants pour compléter ce thème du jardin et utiliser la 5e façade. Alors pour créer cette morphologie, on a travaillé sur, là c'est une maquette d'étude pendant le concours, on a travaillé justement sur quelle est la bonne morphologie, quelle est la bonne distance, la bonne grandeur pour ces courts jardins, en tenant compte aussi du développement futur, de plans de quartier qui sont en cours de développement de part et d'autre et qui vont venir pour être sûr d'avoir un travail sur un projet, une morphologie qui peut fonctionner en tant que tel, mais qui peut aussi fonctionner avec ses futurs voisins qui sont assez différents. Et puis dans le parc, on a proposé lors du concours une forme libre pour un bâtiment dont la fonctionnalité n'était pas encore très bien définie alors, mais qui nous paraissait important de créer comme pavillon de rencontre au milieu du site. Alors, pour développer une morphologie, il y a toute une série de contraintes. Et là, comme on travaille justement dans ces questions de transition, on a travaillé aussi avec des simulations. Ce qui était numérique, qui était important pour nous, c'était de vérifier que même, ça c'est une image vue du soleil qui regarde le quartier le 21 décembre à midi, que même dans ce moment-là, on avait du soleil dans chacune des cours et qu'il y ait toujours des faces qui étaient éclairées, même au moment où on a peut-être le moins de soleil.
Je ne ferai aucun commentaire météo entre Sion et Crissier, mais ça nous paraissait important pour l'énergie solaire, pour le confort et aussi pour ce principe de toiture active qu'on a activé sur ce quartier, où sur ces éléments, on a travaillé avec ces jardins potagers qui prennent place justement comme lieu de rencontre sur le toit des bâtiments, qui ont une vue d'ailleurs sur le lac Léman, qui était un peu inattendue dans ce lieu, mais c'est le cas. Et puis dans les autres bâtiments très hauts, on a pu utiliser toutes ces toitures pour faire en fait une vaste centrale solaire qu'on a mis en connexion à travers les bâtiments. Je vous passe le principe de tous les documents de plan de quartier, de règles qu'on a dû mettre en place. Mais il y a un point qui est assez important, c'est la question de la mobilité. Comme je le disais, on crée un nouveau quartier dans un lieu qui est dédié à la voiture et qui n'est pas du tout dédié aux piétons. On est même un peu dans une vitesse, dans des distances qui fonctionnent peut-être pas tout à fait avec le piéton, mais qui va beaucoup évoluer. Donc l'idée, c'était aussi de voir comment la perméabilité à travers ces formes, à travers ces jardins, était maintenue et permettrait de se connecter aux différents réseaux et aussi permettrait de connecter le parcours urbain, la promenade à travers le site, vers d'autres infrastructures. Et tout d'un coup, moyennant des connexions qui sont aussi prévues avec des passerelles qui vont venir ici, un de nos confrères va développer une passerelle, il a gagné le concours récemment, qui permettent tout d'un coup de changer la connexion qu'on peut avoir dans ce type de lieu et qui permettent de voir dans quelle mesure, tout d'un coup, à l'échelle d'un quartier qui paraît désorganisé pour ses parcours, peut devenir un site tout à fait adapté à des connexions à pied, à vélo. Et on découvre des liens, des lieux qui sont suburbains, donc qui ont plutôt une connotation négative, mais qui deviennent tout à fait intéressants tout d'un coup, parce qu'on se retrouve très proche à vélo, à pied. Vous voyez un peu ces pointes de courbe très proches de toute une série de services qu'on peut utiliser aisément. Ce qui n'est pas du tout perceptible aujourd'hui, mais qu'il devient avec ces connexions qu'on peut créer par un tel projet. Ensuite, il s'agissait de définir l'architecture de ces bâtiments. Donc on a proposé de travailler avec aussi un collègue, le bureau KCAP, qui a réalisé un de ces îlots. C'était le choix du jury, qu'on réalise 4 de ces pièces et KCAP 1. Donc on a travaillé ensemble pour mettre en place des règles architecturales, pour créer justement ce langage architectural au niveau du quartier, et puis définir toute une série de principes, de thèmes qui pourraient être déclinés à travers les différentes pièces urbaines. Donc de pouvoir, vous le voyez sur cet élément, définir que toutes les parties publiques du rez-de-chaussée qui sont plutôt commerciaux ou avec des activités communes, de même que le pavillon aurait une architecture en métal, en verre, définirait une cohérence, on va dire, des espaces communs, et puis que les espaces qui se trouvent plutôt, dans la partie supérieure serait plutôt composé d'éléments minéraux pour créer cette urbanité, pour protéger aussi un peu les îlots, et qu'à l'inverse, on aurait des façades légères à l'intérieur avec une variation de thèmes dans chacune de ces cours. Et concrètement, on a développé donc des principes architecturaux avant de commencer le projet. Là, je fais un saut un peu rapide par rapport à la réalisation, mais ça nous a permis de définir pour chacun de ces bâtiments une architecture proche, avec les mêmes ingrédients, si on peut dire, mais avec des règles qui sont des règles, on va dire, données. Par exemple, le marquage de l'horizontalité, qui nous paraissait important sur les 3 îlots, qui sont marqués dans chacune de ces architectures, mais de manière différente. Ensuite, vous voyez le travail du rez-de-chaussée, avec ces éléments justement transparents, métalliques, qui s'ouvrent sur la place publique. Le pavillon communal, qui accueille finalement des fonctions assez intéressantes liées à la vie, non pas que du quartier, mais de la commune. Donc c'est la bibliothèque municipale et puis différentes fonctions, et qui permettent de créer justement un univers urbain qui est à la fois, on va dire, cohérent dans son expression, mais aussi avec des variations qui permettent de donner à chacune de ces unités, de ces îlots, une identité. Vous voyez que les façades légères, on les devine ici, dans cette partie-là, et elles ont été chacune traitées différemment, avec une déclinaison aussi de règles qui sont proches, mais qui ont chaque fois un matériau différent, une couleur différente, et qui permet de finalement réagir à des programmes assez différents. Au niveau du plan, vous pouvez mesurer sur ce plan le travail typologique qui a été nécessaire aussi pour créer ces différents logements. Et finalement, il y a un grand travail de projet, mais il y a aussi un grand travail de programme qui a été fait pour pouvoir avoir une diversification de logements assez grande et puis permettre de pouvoir réagir avec différentes fonctions. Donc au final, on a des logements qui sont on va dire relativement petits, du studio jusqu'aux 4 pièces et demie, et qui prennent part dans chacun de ces bâtiments avec des typologies différentes
Et puis l'intégration dans cette partie d'une résidence senior, donc qui a aussi permis de pouvoir créer à l'intérieur de ces logements des logements particuliers pour le grand âge, qui est aussi un thème qui nous préoccupe beaucoup quand on travaille dans ce genre de quartier. On mesure aussi le côté traversant qu'on a privilégié le plus souvent dans ces quartiers, mais en ayant vraiment une extériorité relativement étroite, comme vous le voyez ici, et puis font utiliser en fait l'intérieur de ces îlots pour trouver la qualité, l'orientation, comme je le disais, et puis le rapport au jardin. Un point qui a aussi été assez important, c'est la gestion justement de ce quartier sous l'angle paysager, qui puisse à terme finalement poursuivre son développement, avoir cette végétation aussi qui doit croître. Ça ne va jamais assez vite, hein. On veut toujours des arbres très grands dès le début, mais quelque part, c'est des conditions cadres qui sont à mettre en place pour que les choses puissent fonctionner. Et puis, comme vous le voyez, on a été assez rigoureux, et c'était aussi inscrit dans le plan de quartier, de travailler en fait avec des sous-sols qui sont quasi exclusivement sous les bâtiments et qui permettent justement au cœur des îlots de maintenir de la pleine terre, de pouvoir accueillir le thème du jardin, des arbres en pleine terre qui vont pouvoir croître de manière efficiente, et puis aussi la récolte des eaux qui vient prendre place dans ce type de cours et qui permet justement d'avoir un milieu frais qui participe aussi au rafraîchissement un peu naturel des bâtiments. Et puis la même chose pour le jardin public que vous voyez se déployer ici, qui permet justement de bénéficier de la pleine terre. Alors, quand vous voyez le plan des îlots et vous voyez la coupe, vous imaginez que ce n'est pas vraiment un parking car-friendly, hein, c'est un peu un chemin de croix pour y aller, mais ça faisait partie de la démarche de plutôt privilégier justement la qualité des espaces paysagers et de pouvoir faire avec cette forme urbaine pour les autres fonctions. Au niveau des appartements, donc on a travaillé sur ces typologies finalement transparentes. C'est des logements en location, hein, donc pour avoir une idée aussi de la manière dont les choses se sont développées. On a pu travailler avec des partenaires qui réfléchissent à long terme, donc ça nous a permis de faire un certain nombre de réflexions relativement simples, et puis d'avoir justement toujours cette partie transparente, donc d'avoir des appartements qui sont bi-orientés et qui peuvent bénéficier d'une partie d'éléments sur la cour jardin et puis aussi de l'autre côté sur le parc public ou sur le paysage au lointain pour pouvoir créer justement cette qualité. Et puis au niveau des balcons, de pouvoir identifier dans chacune de ces cours jardins différents types de balcons qui sont utilisables et appropriables par les usagers. Comme je le disais, chaque cour jardin a une ambiance un peu différente. On a aussi essayé de ne pas forcément faire des variations très strictes entre certains logements qui sont une petite partie en PPE, une partie en location, une partie en résidence senior, de ne pas stigmatiser finalement chaque élément, mais plutôt permettre une évolutivité à long terme et travailler sur une identité propre à chaque cour jardin. Et comme vous le voyez, décliner les thèmes de l'horizontalité, hein, qui sont ces éléments qui viennent marquer chacune de ces parties, qui sont traités différemment dans chacun des îlots, et puis de pouvoir travailler ensuite avec des éléments à hauteur d'étage qui viennent rythmer, que ce soit un grand appartement, un petit appartement, les différentes fonctionnalités nécessaires à chacun des logements. Vous voyez aussi qu'au cœur d'îlot, on a cet espace de rencontre multigénérationnel, hein, dans le cas précis. Il y a une crèche aussi qui est ici en rez-de-chaussée. Donc l'idée de pouvoir se rencontrer autour de ces éléments, protégés de l'extérieur. Et puis vous voyez dans ces parties un peu plus ombragées, on a travaillé avec le bureau Usler, un architecte paysagiste, à faire justement des nouds d'orage qui permettent de récolter les eaux et qui contribuent aussi à la fois à l'esthétique du parc et aussi à finalement son ambiance, on va dire, climatique et thermique et végétale qui nous paraissait assez important dans ce cadre. Et puis sur les toits, on a en fait, comme je l'ai dit, intégré dans les parties hautes plutôt des éléments solaires qui fournissent l'énergie au quartier. L'énergie est aussi chauffée de manière 100% renouvelable avec de la biomasse. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas mais qui participent aussi à cette question de transition. Et puis sur les toits, ces bacs potagers qui ont été développés sur ces 3 immeubles et qui finalement sont une assez belle aventure. Il y avait un doute, est-ce qu'il y aurait un besoin, est-ce qu'il y aurait une demande? Et au final, en fait, très vite, il y a eu une explosion de demande et plutôt le besoin de savoir qui allait s'en occuper, qui allait gérer ça. Et donc on a eu la chance de travailler avec des jeunes assez motivés qui ont fondé une association qui s'appelle Légumes Perchés, ça porte bien son nom ici, et puis qui travaille aussi avec le maître d'ouvrage, un peu avec nous, pour pouvoir en fait gérer ces éléments. Et c'est devenu un aspect un peu écologique ou esthétique aussi pour nous, mais à la base, mais en fait c'est devenu aussi un élément socioculturel assez important parce qu'il y a
des gens qui se baladent d'un certain âge, des gens qui jardinent, des gens qui aiment moins jardiner, hein, j'en ferai partie pour être transparent, et qui profitent justement de cet élément pour en faire un lieu de promenade collectif et puis aussi un lieu, on va dire, d'animation socioculturelle. Il y a eu la première fête des voisins du quartier, c'était un des lieux aussi assez importants pour la vie du quartier. Donc on voit que cette transition territoriale qui nous amène à chercher des potentiels dans des lieux qu'on ne voit pas comme un potentiel aujourd'hui, quand on passe dans certaines friches, on n'a pas l'impression qu'il y a peut-être un élément. Sur ce premier quartier, vous voyez que ça nous amène comme architecte à créer en fait de nouvelles volumétries et puis à pouvoir justement offrir des possibilités d'évolution de ce genre de tissu urbain où il faut beaucoup créer hein, dans le quartier que je présentais précédemment pour amener cette identité, cette mixité. Un autre champ dans cette transition territoriale qui se développe de plus en plus, donc on est de plus en plus dans le déjà bâti hein, comme architecte aujourd'hui, et dans notre bureau c'est assez flagrant, c'est finalement que faire du patrimoine existant, que faire des bâtiments qui sont là, que faire du tissu bâti de la ville qui a plein de qualités bien sûr, et puis qui parfois a des bâtiments ou des lieux qui restent un peu vides, qui restent en obsolescence, qui ne correspondent plus à la demande, aux besoins, peut-être parfois à la tendance. Et c'était le cas de ce bâtiment qui est à Berne. Pour ceux qui connaissent, c'est le pont Montbijou, qui est en fait un pont qui traverse l'Arc, le Palais fédéral est un peu plus loin ici, et puis qui finalement est extrêmement bien centré, extrêmement bien situé, un bâtiment typique des années 60, et quand je dis typique des années 60, c'est sur tous les plans, y compris énergétique, et finalement, après moult tentatives de retrouver des locataires pour des bureaux, le bâtiment arrivait petit à petit dans une situation d'obsolescence et de locaux vides. Et puis dans le cadre d'une étude test sur le secteur, on a proposé au maître d'ouvrage, et si on en faisait des logements, puisqu'il est vide, puisqu'il y a du besoin de logement et moins de bureaux, et quelque part, on peut dire qu'ils ont été assez courageux, parce que c'est un thème dont on parle souvent, mais qu'on voit très peu réussi, et qui est un vrai défi technique, et bon, maintenant qu'on l'a fait, on peut confirmer. Et ça nous a amené à proposer en fait une intervention sur ce bâtiment. Vous voyez ici un plan d'étage typique de cette organisation de bureaux, avec le noyau central, les 3 ascenseurs, la cage d'escalier qui était assez étonnamment décentrée, ce qui est assez rare, mais c'était comme ça, et qui finalement n'était plus utilisé comme bureau. Et ça nous a amené à faire un travail assez intéressant, je pense, et en tout cas pour nous assez nouveau, qui pourrait s'assimiler à faire des lofts tertiaires par rapport aux lofts industriels qu'on connaît dans des structures industrielles, artisanales, mais là plutôt des lofts dans un espace qui était dédié aux bureaux. Donc le travail a d'abord été d'imaginer, d'oser bousculer un peu cette forme tout en intégrant toute une série de normes parasismiques, énergétiques, etc. Donc avec beaucoup d'enjeux, et puis malgré tout conserver une ligne assez claire dans l'intervention, et puis en même temps trouver un moyen qui pouvait le rendre à la fois intéressant comme logement, et puis à la fois de ne pas perdre complètement cet univers administratif, puisque c'est des logements assez particuliers d'habiter dans des anciens bureaux. Donc le gros travail d'intervention, à part le démontage de toute une série d'éléments, avec aussi toute une série d'éléments liés à cette époque-là qui sont assez compliqués, faux plafond, etc., amiante, plein de questions comme ça. Donc on a décidé de vider le squelette du bâtiment. Ensuite, on a modifié, comme vous le voyez, la cage d'escalier. C'était l'intervention la plus forte qu'on a faite, c'est-à-dire d'admettre de recouvrir cette ancienne cage d'escalier à partir d'un certain nombre d'étages et puis de la replacer au centre, et puis de créer dans cette surface qui se trouvait devant les ascenseurs le foyer d'accueil pour la distribution des logements, donc une zone centrale avec ici un puits de lumière qui amène de la lumière dans ce secteur-là, relativement généreuse, comme le bâtiment est dans un univers très dense, et puis de pouvoir, en maintenant la structure telle qu'elle est, les dalles telles qu'elles sont, pouvoir travailler cet esprit de loft qui est composé essentiellement de 3 choses, des cloisons qui viennent séparer les appartements, ça ne peut pas être les mêmes que celles du bureau, c'est des nouvelles cloisons, et puis concrètement, des noyaux de gaines, c'est un peu la différence assez claire entre le bureau et la décentralisation des espaces d'eau, qui sont venus comme une série de noyaux contaminer, on va dire, ce plan et offrir justement l'équipement nécessaire au loft. Et puis ensuite des éléments plus légers,
de type mobilier, de type loggia, qui permettent justement de créer en fait un univers dédié au logement avec des éléments coulissants qui permettent de garder la fluidité de l'espace une fois qu'on avait démonté les cloisons. Alors extérieurement, on a travaillé aussi sur cet univers administratif en travaillant justement sur une façade dédiée au logement qui reprend finalement des allèges, on va dire horizontales, des grands éléments vitrés qui étaient très démultipliés parce qu'il y avait des bureaux, mais en fait qui ouvrent sur le paysage, puisqu'on est assez haut dans la ville de Berne, assez exceptionnel et assez agréable pour du logement. Le retrait protecteur pour les logements, pour les loggias des logements, et puis de pouvoir imaginer ensuite travailler avec, vous le voyez, une croissance ou une décroissance plutôt de l'allège, où plus on monte dans la ville, plus on est un peu libéré des contraintes visuelles et aussi urbaines, sonores dans les étages inférieurs, plus on peut s'ouvrir de manière plus légère vers le ciel et avoir des étages plus hauts dans cette partie. À l'intérieur, on a travaillé justement sur ces configurations où vous voyez, on assume finalement ce côté vraiment de la structure existante des bureaux. On assume aussi le béton qui n'était pas un béton très noble, puisqu'il devait être... Il était caché par des faux plafonds et qui sont en fait la réminiscence ou le maintien justement de cette substance, la nouvelle peau avec les allèges basses sur lesquelles on a aussi ces assises qui tournent tout autour du bâtiment et puis qui permet en fait de pouvoir profiter du paysage sur toute une série d'orientations intéressantes. Bon, on a mis celle sur cette photo avec le Palais fédéral pour caractériser la vue, mais de redécouvrir aussi la ville de manière assez différente quand on la voit de manière fluide par rapport aux cellules de bureau qu'il y avait précédemment. Et puis vous devinez ici ces éléments plus ponctuels qui viennent en fait tels des volumes avec des éléments coulissants parfois qui permettent de séparer deux espaces, offrir quand même une segmentation des appartements de manière à pouvoir les utiliser comme un loft, parfois tout ouvert ou parfois pouvoir les cloisonner quelque peu, mais en gardant toujours cette vue vers l'extérieur. Et puis évidemment, en termes d'espace extérieur, chaque logement a sa loggia, mais c'est relativement compact. Le slogan du projet était Urban Living, je pense que ça a été assumé. Il faut reconnaître que ça a été une prise d'assaut par les locataires, donc ça a vraiment été aussi une attente qui était apparemment intéressante pour beaucoup de personnes à Berne, parce qu'on est connecté, parce qu'on est au centre. Alors c'est clair que si on n'aime pas la ville, on est un tout petit peu décalé dans ce type d'habitat, mais quelque part il y a vraiment eu une réaction. Et puis sur le toit de ce bâtiment, on a décidé de créer un espace commun avec une cuisine d'été qui peut être utilisée par tous les habitants et puis qui peut justement servir aussi de belvédère, on va dire, et puis de revisiter encore le bâtiment d'une autre manière. Et puis vous voyez aussi l'aspect végétalisé du bâtiment qui contribue aussi à un élément important dans cette partie. Donc quelque part, d'avoir aussi là, dans cette notion de transition territoriale, des bâtiments qui étaient restés vides pendant plus d'une quinzaine d'années, qui tout d'un coup, si on trouve des partenaires et s'ils nous suivent dans les propositions, de pouvoir changer un peu la donne et essayer de les découvrir différemment. Je passe à un deuxième enjeu que je voulais vous échanger, enfin vous présenter et puis qui nous préoccupe. J'en ai peu parlé dans la typologie, mais c'est vrai que lorsqu'on travaille sur du logement aujourd'hui, on sait qu'un bâtiment qu'on construit aujourd'hui, il va être présent dans 60 ans, peut-être plus, et donc il va avoir des cycles de rénovation, mais enfin il va durer plus longtemps que nous. Et puis il y a toujours la question, quand on fait du logement, à qui on s'adresse, à court terme, mais surtout aussi dans des cycles plus grands. Et puis il y a une courbe qui nous a pas mal interpellés il y a quelques années chez Bauart, c'est ce graphique qui en fait analyse les évolutions du nombre de personnes par ménage en Suisse. Et en fait on se rend compte que les petits ménages, 1-2 personnes, vont augmenter encore plus. Et puis les grands ménages, qui étaient un peu la norme, 3, 4, 5, 6 personnes, en fait, eux, stagnent, voire même descendent. Donc on a une réduction de la taille des ménages de plus en plus, et ça va continuer dans le futur. Les statistiques de l'OFS, je n'ai pas vu où était le Valais, mais voilà, c'est un peu pareil. Vous voyez dans ce graphique la vision 2005, les prévisions qui étaient faites pour 2030, qui sont toujours assez valables aujourd'hui. On voit très bien que les grands appartements, les grands ménages, sont de moins en moins représentés. Et à l'échelle suisse, j'avais relevé que seulement 24% des ménages feraient plus de 2 personnes. Alors bon, vous êtes jeune, une partie du public, il y en a d'autres
Enfin, il y a des très jeunes et des jeunes donc dans la salle, et quelque part chacun peut se projeter les gens qu'on connaît. Finalement, effectivement, les ménages deviennent plus petits. Et on a construit le parc bâti existant pour la deuxième moitié du XXe siècle, un peu appuyé sur ça. Vous trouvez encore ce genre de publicité, en fait. C'est que le ménage, c'est ça. C'est toujours des parents avec 2 enfants, un garçon et une fille, 2 ans d'écart, Kevin et Mélissa. Enfin, je sais pas, il y a des prénoms typiques par époque. Maintenant, je crois que c'est Léa et Théo. Mais quelque part, il y a une sorte d'archétype immobilier qui est ça, en fait. Et puis, quand on le confronte aux statistiques du futur, ça n'existe presque pas, en fait. Ces 4 personnes, c'est cette petite bande-là. Donc nous, on a quand même, en tant qu'architecte, une sorte de responsabilité, un questionnement de se dire, mais comme on a déjà construit énormément de logements qui correspondent plutôt à cette image, et comme en fait, dans le futur, il y en aura moins, comment on va faire cette transformation? Il y a 2 possibilités, soit en étant les surfaces par personne, c'est un peu ce qui se passe en termes d'énergie, c'est pas forcément la solution. On pourrait presque dire qu'il y a déjà assez de logements pour des grands ménages, et donc la question, c'est comment on peut peut-être réfléchir à plus de flexibilité, à plus de modularité, pour pouvoir peut-être plus facilement s'adapter à ces variations qui vont venir. Et donc on a essayé de faire un projet de recherche qui s'est appelé Swiss Wood House finalement, et qu'on a réalisé, qui en fait était de se dire on va décomposer. On avait déjà travaillé sur un habitat minimal qui s'appelait Small House, comment on faisait une maison minimale avec 2 modules, et finalement on s'est dit reprenons ce travail pour du logement collectif. Et donc on a décomposé toute une série de fonctionnalités typiques que peut avoir un logement. Une chambre à coucher avec une série d'armoires et une distribution, un séjour, peut-être on peut avoir aussi une salle de bain relativement compacte, une salle de bain un peu plus chic ici avec la douche au plafond. Bref, on a décomposé toute une série de nos projets, toute une série de fonctions pour essayer, en parallèle d'aspects constructifs de construction modulaire en bois, de pouvoir se dire voilà, comment on pourrait trouver un module qui serait assez intéressant pour toutes ces fonctions. On a décliné ça encore plus loin avec une grande cuisine habitable ou des éléments avec terrasse, ainsi de suite. Et finalement, on est arrivé sur un module de 22 mètres carrés, sauf erreur. On a eu 2 variantes qui nous ont permis de pouvoir avoir une constitution de catalogue, d'espace type, en se disant, si on construit notre bâtiment en les agrégeant intelligemment, on peut imaginer que dans le futur, cette flexibilité, cette modularité pourrait assez aisément changer, parce que les porteurs sont au même endroit, les gaines sont au même endroit, les points fixes sont au même endroit, mais les choses peuvent varier. Et donc, on a demandé à toute une série d'intéressés potentiels. Alors, tout le monde était intéressé au projet, parce que c'est assez séduisant, hein, je pense. Puis après, on a dit, bon, on aimerait en réaliser un. On aimerait vraiment tester la chose. Et finalement, après pas mal d'essais, je vous avoue, on a trouvé aussi là un investisseur qui était prêt à tester la chose en location, donc dans le marché usuel, pas quelque chose de particulier. Et puis, en fait, on a travaillé sur une parcelle qui est proche à Nébicon, donc c'est dans la campagne lucernoise, proche d'un petit ruisseau. On a pu travailler sur ce processus en imaginant un bâtiment où vous voyez qu'il y a des cages d'escalier qui sont ici. Celles-là, elles ont été faites en béton armé, coulé sur place, donc sur le socle du bâtiment qui est ici. Et puis, pendant que ces éléments se faisaient, on construisait en fait ces modules que vous retrouvez ici, dont je parlais précédemment, avec différentes fonctions. Des modules intermédiaires qui ont un peu changé dans le cas, mais qui reprennent ce principe, où toutes les gaines sont en fait connectées dans cette partie-là, et qui, elles, ont été préfabriquées en atelier pendant qu'on faisait le chantier sur place. Ça nous a permis ensuite de monter l'immeuble, comme vous le voyez ici. On faisait à peu près un étage par semaine, hein, pour dire la vitesse à laquelle ça va. Il faut avoir aussi une coordination en amont assez aboutie. Et puis finalement, de pouvoir avec ça, imaginer que dans le futur, l'association de ces pièces pourrait passer plus facilement d'un appartement à l'autre, pourrait, par cette construction bois, par le dispositif fixe des gaines, avoir une flexibilité, une évolution à long terme un peu plus grande. Donc un locataire puisse changer d'appartement, peut-être potentiellement 2 peuvent faire ripper une pièce d'un appartement à l'autre, et d'avoir cette flexibilité qui pourrait venir. Restait encore à définir l'esthétique de cette démarche. Donc on a travaillé aussi sur cette question de la construction en bois, qui est venue en fait se glisser justement dans un site avec des constructions aux alentours, et puis une partie paysagère. Et finalement, on a travaillé sur cet élément où notre souhait n'était pas forcément d'exprimer le module, c'est-à-dire de la pensée qui s'y trouvait
nous paraît bien sûr très intéressante et stimulante aussi pour d'autres projets. Mais par contre, qu'en termes de logement, de travailler sur une architecture qui pouvait être une maison en bois de qualité, enfin on l'espère, et puis qui permet justement d'avoir une appropriation, une variété, sachant que le modulaire peut parfois avoir cette connotation de répétition. Dans notre sens, il paraissait important qu'elle puisse avoir plutôt cette diversification. Et puis un travail sur les entrées, comme vous le voyez ici, qui distribue à l'intérieur de l'immeuble, et sur le crénelage du bâtiment qui lui permet de s'insérer dans les différents types de densité sur le site. Voilà une vue d'un des appartements, parce qu'on peut se dire, voilà, on est dans une série modulaire, peut-être qu'on a quelque chose de peut-être un peu trop répétitif, et en fait, le travail typologique nous a montré que quelque part, c'est un peu l'inverse, parce que comme on n'est pas sur des typologies qui sont les typologies classiques, répétitives, qui sont très normées dans le logement, parfois on a ce genre de chicane spatiale assez intéressante, où en fait on voit les différents modules qui peuvent être en continuité et qui ouvrent justement des éléments assez intéressants pour créer justement cet univers intérieur. Et pour nous, c'était aussi important de pouvoir créer des loggias, des espaces extérieurs appropriables, qui là sont dans le volume et qui permettent aussi de participer à cette définition. Et puis dans les parties hautes du bâtiment, on a travaillé sur ce type de pièces modulaires. Donc c'est un de ces modules en disant celui-là on ne va pas le fermer, on ne va pas le chauffer, mais on va le créer avec justement cette ouverture, ces deux ouvertures sur le paysage et une sur le ciel, et qui donne en fait à ce bâtiment finalement un certain nombre d'espaces supplémentaires extérieurs qui ne surjoue pas finalement à l'extérieur ce côté espace extérieur, mais qui à l'intérieur des espaces crée une qualité et une pièce supplémentaire extérieure très intéressante. Tendanciellement, ces choses pourraient évoluer dans le futur et être fermées, mais on imaginait que c'était important aussi, dans un site de petite densification, on va dire, d'avoir cette qualité d'espace extérieur pour le logement. Donc cette question de société de longue vie, de modularité, elle a trouvé ici une définition, mais elle nous occupe aussi au quotidien. On est assez souvent maintenant en réflexion avec d'autres acteurs sur la bonne taille du logement. Et en fait, la démarche qui est ici derrière cet élément, c'est que une des tendances, c'est simplement de réduire les appartements et de faire en fait la même typologie en plus modeste, en plus petit, peut-être en moins bien. Et pour nous, c'est plutôt un encouragement. Quand je dis c'est une matière première à réfléchir ces questions, c'est plutôt une matière première conceptuelle pour essayer de penser différemment et réinventer un peu certains éléments du logement. Et puis, c'est des logements aussi qui sont en location dans une commune proche de Lucerne, mais qui sont justement dans des conditions assez usuelles. Donc, c'est un test assez intéressant. Et on a finalement interrogé les habitants qui s'y trouvent. Il y a une haute école qui a fait un travail de recherche sur cet élément et qui montrait une assez grande satisfaction, avec certains habitants qui disaient « j'ai pas senti que c'était un habitat modulaire ». Et en fait, moi j'ai répondu c'est le meilleur des compliments qu'on peut nous faire, c'est quelque part, en fait, cette démarche intellectuelle initiale ne péjore pas forcément la qualité spatiale des logements qu'on a pu créer. J'en arrive à une troisième dimension qui est sans doute une des dimensions les plus importantes, et qui est aussi un élément important pour nous en termes de travail, qui sont ces questions de transition environnementale. Alors, je ne vais pas vous assommer de courbes au début, mais je trouve assez intéressant d'en avoir juste une en tête. C'est quand on parle de transition, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, en Suisse, depuis pas mal d'années, les choses sont en train de s'accélérer aussi aujourd'hui. On se repose un peu sur cette idée d'une courbe où, en fait, on voit assez bien que depuis les années 50, les consommations énergétiques, dans le cas présent, ont augmenté, de manière fossile et de manière non fossile, et puis qu'un jour, pour cette transition, pour des questions de réchauffement climatique, pour des questions de limitation des ressources, cette transition doit intervenir assez fortement pour pouvoir parvenir à s'inscrire dans cette dynamique que vous connaissez bien et dont on parle beaucoup. Alors, cette dynamique, elle est en place, mais évidemment, je ne vais pas rentrer dans toutes les courbes, mais si on prend, ça c'est les visions mondiales, on voit que le côté crucial de la question est assez souligné, il est répété encore et répété encore maintenant. On voit que si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, donc ce serait les plus ambitieuses qui sont là, on se trouve, et c'est pour ça qu'il y a ces discussions que vous entendez maintenant dans les médias, on se trouve vraiment au niveau mondial, au pic de cette courbe, où on devrait idéalement être au maximum du CO2 qu'on génère sur Terre. Alors, c'est un cadre assez vaste. Et puis, si on
on voit d'autres engagements moins grands, ou si on ne fait rien, on voit assez bien les différences et les années qui sont ici, qui posent ces questions. Donc c'est quand même une situation d'urgence assez forte, et puis c'est assez intéressant de la ramener sur les engagements à la Suisse, sans entrer trop dans le détail, mais j'ai trouvé cette courbe qui est assez intéressante, donc, qui en fait divise ce qu'on appelle aujourd'hui la trajectoire climatique suisse en 4 périodes. Donc une période, c'est ce qu'on a connu jusqu'à 2012, une autre période, c'est les engagements jusqu'à maintenant, et on a plus ou moins respecté cette courbe, qui sont en fait les engagements que la Suisse avait pris à Kyoto, et on les a pas tout à fait respectés, mais on suit quand même ces engagements. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les plus gros efforts sont devant nous. Donc ça questionne beaucoup quand même sur ces bâtiments qu'on fait maintenant et qui vont durer longtemps, comment on peut, dans les différents processus, travailler sur cette question et de nouveau peut-être en faire un thème en tant qu'architecte pour créer de l'architecture et pas forcément une contrainte. Bien sûr, c'est complexe ces questions, mais peut-être une opportunité aussi d'essayer de créer quelque chose de différent. Alors, dans un des projets, je ne pouvais pas venir ici sans présenter une image de Neuchâtel. Ça, c'est l'Office du tourisme qui me demande de la montrer à chaque conférence. Donc, de pouvoir parler d'un projet à Neuchâtel qu'on a réalisé qui s'appelle Microcity, qui est en fait l'antenne de l'EPFL à Neuchâtel. C'est un concours qu'on avait aussi gagné il y a quelques années. On a terminé le bâtiment il y a 5-6 ans. En fait, la ville de Neuchâtel, elle a décidé de densifier son tissu urbain par du logement, par des activités, mais aussi par des pôles dédiés aux formations et recherches. Et on a eu la chance de travailler sur plusieurs de ces bâtiments, et notamment Microcity, qui est en fait l'antenne de l'EPFL qui est venue s'implanter dans cette partie-là de la ville, donc assez proche de la gare, assez proche du lac, et puis qui est venue s'implanter à proximité d'autres laboratoires de recherche qui existaient déjà. Alors le site lui-même, il est assez particulier parce que c'est le bâtiment qu'on a créé, donc ça c'est Microcity. Le site qui nous était donné, en fait, c'était tout ce territoire-là. Et c'est une articulation assez spéciale dans la ville parce qu'il y a des petits bâtiments vraiment ponctuels, hein, des éléments résidentiels. Il y a des bâtiments un peu sur rue, mais ce n'est pas vraiment un alignement de rue. Et puis il y a des bâtiments plus collectifs classiques qui sont venus dans ce coteau qui monte vers la colline du Mail. Et nous, en fait, on a fait une option assez drastique lors du concours. Hein, les concours, c'est un pari. Hein. On a dit on va renoncer à construire sur tout le site. On va vraiment compacter toute notre forme dans ce secteur-là où il y a une falaise qui existait depuis très longtemps, une différence de niveau assez forte, et venir glisser cet immense bâtiment quand même par rapport au tissu voisin dans cette différence de niveau en le compactant dans cette partie à l'ouest du site pour maintenir une partie non bâtie et créer un parc public végétal en complément. Donc que la densité puisse servir à la fois à accueillir ses fonctions, mais aussi créer un espace public. Donc là, vous avez le plan de situation. Vous voyez le bâtiment qui vient s'implanter dans cette partie-là. Le maintien d'une traversée publique, ça nous paraissait très important à travers le site. Et puis, la libération de ce terrain. Alors peut-être dans le futur, on le densifiera aussi. On fait le pari que non. Et puis de créer justement un parc public en terrasse qui reprend un peu le principe des terrasses qu'il y avait dans cette partie de la ville. Donc vous trouvez ici une coupe sur le jardin. C'est relativement raide comme site. C'est la différence de niveau dont on bénéficie pour le bâtiment, mais on a travaillé en 3 terrasses successives en pleine terre, avec aussi des plantations. Et puis, vous retrouvez ici aussi ce principe d'un accueil en fait, d'un milieu un peu aquatique qui donne aussi un élément intéressant en biodiversité et un peu de fraîcheur aussi à l'intérieur de ce site. Et le parc est public, il sert aux gens qui travaillent dans le bâtiment, mais il sert aussi à toute la population du quartier. Donc c'est aussi un lieu de rencontre créé grâce au bâtiment, grâce à l'EPFL qui vient à Neuchâtel. Là, vous avez une vue du bâtiment. Le travail de cette forme, en fait, elle a permis de faire de ce bâtiment, qui est quand même relativement important, un bâtiment un peu furtif, dans le sens où on ne le perçoit jamais dans toute sa longueur, parce qu'on a ces travails en facettes. Il a aussi des décrochements et des creux qui permettent justement d'atténuer finalement son ampleur visuelle et puis de pouvoir dialoguer par ses couleurs avec les bâtiments voisins, essayer de s'insérer sans s'imposer dans le site de la ville. C'est souvent quelque chose qui nous paraît important, s'intégrer sans s'imposer, mais dialoguer et assumer quand même une présence urbaine. Alors la forme du bâtiment est un peu spéciale, hein, elle vient un peu du lieu, et puis le travail sur des laboratoires, des bureaux, des éléments qui sont plutôt orthogonaux nous a amené à faire en fait un travail assez particulier. En fait, on a décidé de travailler sur une trame pour le bâtiment, une trame structurelle très orthogonale. On a pris 7,20 m par 7,20 m. C'est en fait la trame de la première étape de l'EPFL à Écublanc.
donc dans les années 70, quand l'EPFL a été créé, et on s'est dit on a besoin d'une trame, donc faisons un clin d'œil, reprenons la trame qu'avaient pris nos prédécesseurs pour Écu Blanc, on la transpose à Neuchâtel, et puis géométriquement, on a travaillé sur un rectangle initial, puis en fonction de la géométrie du site, travailler sur cette forme, la sculpter jusqu'à ce que petit à petit, elle trouve les bonnes proportions, et puis elle puisse accueillir le programme. Et puis au cœur de ce bâtiment, on a créé une avenue centrale. Le mot microcity parle de la petite ville et de la ville de la microtechnique. C'est les fonctions qui sont beaucoup travaillées dans ce secteur et qui permettent justement, avec 2 puits de lumière qui amènent de la lumière dans le bâtiment, de pouvoir se repérer et accueillir 3 entrées, une sur la rue, une au milieu du jardin et une dans la partie haute du chemin public. Alors quand j'ai fait mes études, nos professeurs disaient un bâtiment public, une entrée. On a dérogé, mais ça a un peu évolué, surtout quand on est dans ce parcours en fait, de la ville et ses différents niveaux. Et puis ensuite, dans ce secteur, on a travaillé en fait sur une structure ponctuelle, comme je l'ai dit, ces éléments de la rue centrale que vous retrouvez ici, que vous retrouvez là, et puis tout le reste est non porteur. Donc, dans le futur, on peut imaginer que les choses puissent évoluer, à l'exception des noyaux que vous voyez ici, et de ces tronçons qui reprennent des charges plus lourdes. Le reste pourra évoluer dans le futur. La façade est prévue pour avoir cette modularité. Donc d'imaginer, pour ceux qui connaissent les HES, il y en a quelques-uns dans cette salle, le monde enchanté de la formation supérieure bouge beaucoup, donc que ces besoins puissent évoluer dans le futur. Puis ensuite, on a réparti toutes les fonctions différemment à chaque étage, bien sûr. Ici, vous voyez l'accueil public, l'auditoire qui donne sur la rue, de créer justement un accueil qui permette d'avoir ce parcours dans cette petite ville avec sa place, son avenue, ses rues, ses placettes en extrémité qui permettent d'organiser ces fonctions. Et puis, les différentes fonctions qui s'y trouvent, les espaces qui ont besoin de lumière naturelle sont venus trouver la périphérie. Ceux qui en ont un peu moins besoin sont proches de l'atrium. Et puis ceux qui n'en ont pas besoin, qui sont des laboratoires très spécifiques, se trouvent soit dans les parties plus enterrées à l'arrière du bâtiment, soit dans ces zones ici médianes où on a un peu moins de lumière. Mais il y a des laboratoires qui n'ont pas besoin, même qui ne souhaitent pas avoir de lumière pour leurs expériences. Donc ça a été un Tetris, on peut dire, assez intéressant entre nous les utilisateurs pour arriver finalement à créer cette petite ville. Et puis à pouvoir avoir donc ce parcours, c'est un peu une coupe sur cette avenue centrale, où on rejoint la rue, on parcourt le foyer d'accueil, vous voyez le puits de lumière dans cette partie-là, et puis de pouvoir, en dehors des escaliers très fonctionnels, avoir cette promenade intérieure assez généreuse qui permet de connecter, de rencontrer aussi ses collègues. Il y a toujours ce mythe un peu de la Silicon Valley où on trouve l'idée géniale à la cafétéria. Alors bon, moi je bois beaucoup de café, j'ai pas toujours l'idée géniale avec le café. Par contre, sans, je sais que j'ai pas de bonnes idées. Donc, il y a sans doute un peu de vrai là-dedans. C'est un peu de se rencontrer par hasard et peut-être croiser 2 fonctions de laboratoire assez différents et inventer quelque chose. Alors, constructivement, on a aussi pas mal réfléchi comment on pourrait aller au bout de cet élément, être dans une sorte de petit lien avec le contenu et le contenant de la microtechnique, et être donc assez précis dans la construction. Et donc, on a travaillé aussi avec cette idée de... Vous voyez que des thèmes croisent entre les projets, de noyaux qui doivent aussi prendre des charges lourdes des laboratoires en dur, générés sur place. Et puis l'ensemble du bâtiment, c'est un assez gros défi à l'échelle suisse de faire ça, de le préfabriquer en éléments bois et hybrides bois-béton. Pendant que le béton se faisait, ces éléments étaient faits et ensuite de pouvoir monter le bâtiment petit à petit sur place. Donc pour vous donner une idée, ça donne des moments comme ceci, où en fait ça a été fabriqué en atelier, donc est très précis, permet d'avoir des dimensions optimisées, et puis vient en fait se monter petit à petit sur le chantier autour de ces noyaux et avec ces structures intermédiaires. Et puis on est en pleine ville, donc d'aller vite, ça arrange tout le monde et l'association de quartier en particulier. Donc on s'était engagé à ce qu'un élément comme ça soit posé en 26 minutes, entre le moment où il rentre dans l'enceinte de chantier et le moment où il soit posé. Et puis on a officiellement respecté ce délai. C'est quand même une sorte de gymnastique, en fait, de logistique, avec peu de place. C'était aussi nécessaire parce que voilà, quand on est dans la densification, on est relativement proche. Donc pour dire que cette notion d'essayer d'économiser l'énergie grise, d'économiser la mobilité avec la situation du lieu qui est extrêmement bien desservie, d'économiser l'énergie grise dans les matériaux, et puis aussi architecturalement de pouvoir faire un clin d'œil avec ce genre d'image qui nous intéressait, parce que c'est ce qui est créé dans les laboratoires, donc c'est des systèmes intégrés qui sont plus petits que l'ongle d'une main, hein, et puis de pouvoir imaginer à partir de ça, traiter l'élément architectural en faisant un clin d'œil à ce monde-là.
Donc on a imaginé qu'à ces composants électroniques, on pouvait imaginer des composants architecturaux. On a chaque dalle qui est une sorte de platine, hein, si on fait référence au monde des systèmes intégrés, et puis de traiter par le traitement des couleurs des cages d'escalier ces éléments, puis ensuite de pouvoir déposer les différents espaces non porteurs qui sont les labos, ça c'est une image d'étude, hein, mais qui viennent ensuite créer cette ville avec ces entre-deux qui ne sont pas construits, c'est des entre-deux comme dans une ville qui sont les parcours et puis qui viennent en fait s'empiler pour créer le bâtiment. Donc à la fois un système constructif, une pensée urbaine presque à l'intérieur de ce bâtiment, et puis aussi un clin d'œil entre le contenu et le contenant. Je vous montre quelques images du parcours. Donc là, c'est le foyer d'entrée avec l'atrium, et puis une des entrées arrive de ce côté-ci, et qui fait en fait la plaque tournante à l'entrée du bâtiment. Là, vous êtes dans l'avenue et vous voyez les différentes ruelles qui partent justement irriguer le bâtiment. Et puis la partie du puits de lumière qui permet à cette forme profonde d'avoir une grande qualité lumineuse pour les espaces de laboratoire, mais aussi pour les parcours. Un lien à l'extérieur assez intéressant, c'est qu'on a une proximité avec ces différentes échelles entre ce bâtiment, et on s'est rendu compte qu'apparemment, on imaginait que tous les collaborateurs voulaient être au sud et voir le lac, et en fait, le fait d'avoir cette falaise qu'on a végétalisée, ce décor un peu de la ville, et cette interaction qu'on voit depuis en bas, fait qu'apparemment, ces bureaux-là sont aussi assez prisés des utilisateurs. Et puis, vous voyez ici un laboratoire. Il y a aussi des laboratoires qui prennent place parfois dans le puits de lumière. Et puis l'auditoire qui en fait s'ouvre sur la ville, hein, comme je le montrais sur le plan précédemment, et qui permet d'avoir une interaction assez forte. Et on peut monter à la fin d'une conférence l'ensemble des éléments et ouvrir sur la ville. Dans cette ville, cette micro-ville, à quel endroit on met un espace majeur, un espace particulier. Donc on avait repéré sur le lieu deux sites, deux moments intéressants dans la ville. Celui-ci, en fait, où on a justement cette visibilité dans les deux sens. Quand on est dedans, on voit peut-être pourquoi la recherche est faite, pour aider la cité. Puis peut-être de la ville, on comprend un peu ce qui se passe dans ces bâtiments officiels. Et puis sur le toit, on avait repéré, parce qu'il y avait un petit bâtiment, un coin assez intéressant, et on y a mis la cafétéria. Donc les espaces les plus communs sont aux endroits, c'est pas le bureau du directeur, hein, c'est les espaces, et il était tout à fait d'accord avec ça, c'était plutôt les espaces communs. Donc sur le toit et dans cette partie-là. Et puis peut-être quelques éléments sur cette question énergétique, puisque je parlais de transition. Dans ce bâtiment, il y a notamment la recherche sur les panneaux solaires du futur par mon collègue Christophe Baïf. Donc, il nous paraissait assez important que si on faisait un bâtiment dans cet esprit, on puisse proposer à la fois une plateforme d'expérimentation sur le toit, parce que c'est le plus efficace, c'est ce qui est venu dans cette partie-là. Il y a une terrasse à la fois pour les usagers, puis aussi pour les personnes qui expérimentent. Et puis l'ensemble de la toiture est devenu aussi une centrale solaire avec un partenariat qui a été fait avec les services industriels de la ville et qui a permis d'utiliser l'opportunité de ce bâtiment pour en fait créer une centrale solaire qui est réinjectée dans le réseau, mais qui correspond quand même à une demande importante et qui permet à la fois d'expérimenter les panneaux solaires du futur. Il y a quelques records qui ont déjà été battus sur ce toit, et puis de produire de l'énergie à l'échelle de tout ce bâtiment. Donc là aussi, ce principe de toiture active qui est toujours un élément important pour nous. Toiture vue de toutes ces maisons, donc elle est dessinée comme une façade avec une précision assez grande au niveau des éléments. Et puis un autre élément invisible, mais aussi important d'un point de vue énergétique, c'est que dans ce type de bâtiment, on a besoin de chaud, mais on a aussi besoin de froid, hein, avec des laboratoires, avec cet élément. Et là, on a pu réactiver un projet qui sommeillait un peu dans la ville et qui consistait en fait à imaginer aller chercher l'eau du lac, ce qui se passe déjà pour certains sites dans le lac Léman. À 150 mètres, on a vraiment en profondeur du lac une bonne température pour faire du chaud, un peu plus chaud en hiver et frais en été. Et puis d'imaginer un circuit qui est impossible pour un seul bâtiment. C'est quand même des choses assez onéreuses. Et puis les services industriels, pour s'engager, ont besoin de plusieurs partenaires. Donc on a, avec le maître d'ouvrage, pris un peu notre bâton de pèlerin. On a été trouver le stade, la station d'épuration, l'hôpital, d'autres laboratoires, notre bâtiment. Et on a pu en fait créer une conduite sous lacustre et ensuite souterraine qui permet de rafraîchir écologiquement tous ces bâtiments qui ont tous une demande de froid assez importante. Et juste pour situer, cette action-là, ça produit en fait une économie d'énergie très significative électrique pour la climatisation des bâtiments qu'on n'a pas eu à faire dans le nôtre et qu'on a pu fortement atténuer dans les autres, de l'ordre de 2,2 millions de kilowattheures. Alors comme architecte, c'est pas ce qu'on voit le plus, mais par contre comme efficacité, ça a été un élément assez intéressant.
Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe au bout de ce point, quand on est à 150 lacs, ça ressemble à quoi? Donc, j'ai demandé justement de pouvoir voir ces éléments, et en fait, ça ressemble à ça. Donc en fait, vous voyez ici l'église rouge, le quartier proche de la gare sur lequel on est la chambre de travail, le stade, et Microcity qui est là derrière. Et puis ça, c'est la conduite en fait, et ça, c'est une crépine, donc c'est un peu petit, une crépine d'habitude, mais là, elle est à la hauteur de l'enjeu, qui est en fait posée sur ces éléments, amenée au large du lac, puis ensuite qui est délestée par ces petits ballons, et puis qui va ensuite être au fond du lac, et qui permet justement d'aller chercher. Vous connaissez peut-être la géothermie, ben là on va chercher finalement de l'aquathermie pour pouvoir avoir du frais et du chaud pour les bâtiments. Donc ça c'est aussi des dispositifs intéressants. Donc moi j'ai coutume de dire qu'en fait Microcity n'a pas 3 entrées mais 5, 3 pour les utilisateurs et puis 2 pour l'énergie, une sur le toit et une au large du lac, pour pouvoir justement être en symbiose avec les ressources locales, et que ce soit le bois, le solaire ou ces éléments, et puis arriver à faire évoluer justement les éléments de la construction. J'aurais peut-être encore quelques éléments sur un dernier projet, mais je ne sais pas au niveau du timing si ça vous convient. Je voulais vous présenter un dernier projet alors qu'on n'a pas fait en milieu du bureau, enfin au bureau, mais plutôt en milieu académique. C'est un petit projet de recherche. En fait, c'était est-ce qu'on peut travailler sur la surélévation de bâtiments existants en ayant zéro impact environnemental, en tout cas au niveau du CO2. C'est un peu théorique, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut créer des nouvelles places de travail proches des transports publics. Donc là, on est à la Riponne. Pour ceux qui connaissent, vous avez le Palais de Rumine ici, la Riponne, donc le métro M2 qui passe là. Et puis là, il y a des bâtiments de l'administration cantonale, dont un bâtiment qui se trouve ici derrière, qui est assez peu visible, mais qui date des années 70 aussi, et qui quelque part avait un potentiel de surélévation. Il y avait déjà des containers un peu posés sur le toit. Donc il y avait cette question, est-ce qu'on peut en faire un projet de recherche? Et en fait, on s'est dit, on va essayer de faire un développement de projet avec un bâtiment qui reprend une partie des thèmes dont je vous ai déjà parlé, et puis qui pourrait produire suffisamment d'énergie qui se substitue à l'énergie extérieure pour pouvoir compenser l'énergie nécessaire à construire le bâtiment, l'énergie de chauffage, électricité de l'utilisation et la mobilité induite pour venir travailler. Donc c'était un test un peu. Et donc on a développé un système conceptuel au début en disant ben voilà, il faut un système qui peut s'adapter sur d'autres bâtiments. On va reprendre des charges pour retrouver la structure du bâtiment existant que vous avez ici en gris. Ensuite, une préfabrication par élément de poutres, on va dire, qui vont venir se poser, une au centre et 2 en façade pour pouvoir accueillir justement les éléments du plancher, mais surtout du plafond. Et puis de pouvoir ensuite avoir une enveloppe thermique assez sophistiquée mais simple, qui permette de répondre aux besoins de confort. Et puis une toiture solaire, totalement solaire, entièrement productrice. Et donc de rajouter, de greffer, on va dire, un morceau de bâtiment avec l'idée de pouvoir être à énergie positive, c'est qu'on produit plus d'énergie que ce qu'on a besoin. Alors, ça donne ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais où vous voyez qu'on a une structure typique d'une autre époque, avec des parois très légères, et puis quelque part, on a créé cette structure bois avec quand même des éléments métalliques à certains endroits, mais majoritairement en bois qui vient se poser comme une table sur la toiture existante. Je vous passe les détails de raccord avec l'existant, c'est le bonheur de la rénovation, il y a toujours des surprises, mais donc la construction ne correspond pas tout à fait au plan, mais on a pu justement conserver totalement les éléments de façade, venir poser ce plateau, et ensuite avec ces poutres transversales qui sont à la fois des éléments de façade et des éléments structurels, avec ces 3 éléments, venir porter ce volume du toit avec des avant-toits latéraux, des éléments un peu de végétalisation qui aident au rafraîchissement légèrement, mais aussi un peu à un rapport intéressant pour les usagers, de pouvoir avoir un espace relativement simple, relativement fluide et très flexible. Et puis la série de panneaux solaires qui s'est venue se poser dans cette partie-là. Alors là, vous avez une vue du chantier. On a intégré aussi l'acoustique de ce genre d'espace, qui est un élément important. Et puis créer justement cette structure qui permet de venir se poser sur le bâtiment existant et qui offre une grande flexibilité, qui permet d'avoir aussi un dialogue à l'extérieur, à notre sens pas inintéressant. Donc on vient poser cet élément qui dialogue avec l'architecture existante, qui reprend des codes couleurs de cette époque-là. Vous retrouvez des éléments dorés qui ressemble, mais qui joue justement ce dialogue, qui vient, sans s'imposer, à notre sens aussi, se poser sur ce bâtiment, et puis qui permet justement de créer ces éléments supplémentaires tout en s'intégrant au contexte.
Là, vous avez une vue des espaces de travail. Donc, vous voyez qu'on est très fluide dans cet élément. Il y a des éléments acoustiques qui permettent de fonctionner dans des espaces open space. D'autres sont fermés. Les usagers ont aussi fait pas mal de condensation de leurs besoins et ont pu justement intégrer ce genre d'éléments avec un travail relativement simple d'éléments fixes, d'éléments ouvrants, de pouvoir baisser les stores, rafraîchir passivement le bâtiment pendant la nuit, et puis d'avoir aussi des déflecteurs latéraux, on ne les voit pas trop ici, mais il y a des déflecteurs vitrés qui sont venus prendre place latéralement, qui accélèrent aussi un peu la ventilation naturelle. Donc on est à la fois extrêmement technologique peut-être pour la fabrication, tout ça est numérique dans la découpe, tout ça est très précis, mais en fait assez low-tech dans le fonctionnement du bâtiment, les usagers faisant partie de la gestion de l'énergie et du confort au quotidien. Et ça a l'air de assez bien fonctionner. Quand un bâtiment n'est pas confortable, on est au courant comme architecte généralement assez vite. Donc tendanciellement, on a vu que les consommations énergétiques sont très basses et puis effectivement, les usagers sont apparemment très satisfaits. Il y a des espaces comme aussi qui sont secondaires, hein, qui peuvent être cloisonnés dans cette partie-là, d'autres espaces communs plus grands. Ici, vous avez la zone qui peut servir à différentes activités, cafétéria, mais aussi conférences ou ce genre de choses. Et puis, la continuité, vous voyez, visuelle de cet élément porteur qui vient en fait se poser sur l'ancien, qui à la fois tient la façade et tient aussi, bien sûr, structurellement le dernier étage du bâtiment. Et puis là, vous avez une vue, c'est pendant le chantier, il y a encore des éléments de cette toiture justement solaire où on a travaillé en est-ouest, relativement bas, et qui permet de couvrir intégralement cette surface. On a aussi absorbé la demande légale de panneaux solaires qui devaient se poser sur la salle du Grand Conseil, et en fait, on les a posés aussi sur ce bâtiment. Donc il y a une partie de ces panneaux qui servent aux besoins du bâtiment, et puis la majeure partie qui sont en fait une centrale solaire supplémentaire qui vient se greffer au réseau de Lausanne, des SI de Lausanne. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les chiffres, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en travaillant à chacune de ces questions, on est aussi en mobilité assez proche des transports publics, donc il y a aussi un effort des usagers sur une partie de cette mobilité, mais on voit qu'effectivement, par rapport en fait, à l'énergie produite solaire qui va se substituer au réseau et par rapport aux besoins pour la construction, pour l'exploitation et la mobilité induite, on arrive à avoir un bâtiment qui est à une énergie largement favorable parce qu'on produit beaucoup plus que les besoins. Et puis, en termes d'écologie, on arrive aussi à compenser ces éléments. Et puis, en termes de carbone, qui est le gros effort dont je parlais précédemment, on voit qu'on arrive à faire un bâtiment très bas carbone, donc qui répond vraiment à ses besoins, en intégrant une mobilité qui est encore assez conséquente, parce que c'est souvent un poste important. Donc on voit que le bâtiment, dans cette vision, ne devient pas seulement consommateur, il est aussi producteur, et puis dans cette balance, on peut trouver les opportunités aussi pour inventer des systèmes constructifs qui sont, à notre sens, pas inintéressants dans la greffe qu'on peut faire sur l'ancien, et puis aussi de pouvoir finalement intégrer ces éléments, non pas comme une contrainte qu'on va poser sur le bâtiment, mais faisant partie vraiment de son enveloppe et de son architecture. Donc voilà pour conclure, mais il n'y a pas de conclusion quand on traite de thèmes aussi importants, parce que c'est un travail qui est de longue haleine. Ce que moi je me rends compte dans ces questions, je pense, et je les transmets à mes étudiants, c'est que d'une part, c'est des opportunités de projet. Je pense que ça peut aussi se trouver dans d'autres domaines, de pouvoir prendre ces questions de transition. Et c'est d'autant plus important dans notre métier où le bâtiment va durer plusieurs générations, par définition. Mais en même temps, il n'y a pas de recette. Ce n'est pas parce que ça marche totalement sur un bâtiment qu'on peut directement le refaire ailleurs. Donc, on développe une philosophie un peu au bureau, mais et aussi à l'école. On parle de research by design, c'est-à-dire que c'est en faisant le projet qu'on trouve des solutions. On fait donc quand même des éléments qui sont un peu une aventure chaque fois de projet, dont on ne connaît pas à 100% la destination. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut créer de nouvelles dynamiques et inventer aussi de nouveaux modèles. Et donc, c'est les mots itération, exploration, expérimentation, c'est des éléments qui pour nous font partie intégrante de la conception architecturale. Si on veut bâtir, il faut être prêt à partir dans ces processus d'itération, il faut explorer et puis il faut expérimenter. Puis quand on expérimente, il y a des choses intéressantes qui traversent après notre imaginaire dans d'autres projets. Je pense que vous l'avez perçu un peu dans certains projets. Et puis d'autres éléments qui parfois fonctionnent peut-être un peu moins bien, mais on a peut-être appris quelque chose aussi d'intéressant. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.